Vous savez, depuis le début de cette chaîne, j'essaie à chaque fois de vous proposer des œuvres appartenant à des styles et des genres différents. Pour d'une part, ne pas se retrouver coincé dans une redondance saoulante et ne parler que d'une seule chose à plusieurs reprises consécutivement, mais aussi pouvoir vous montrer à quel point le monde du manga et de l'animation japonaise est vaste. On a eu du shonen heroic fantasy mondialement connu, du ecchi controversé, du light novel choral et du drama contemplatif. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre style ou genre majeur de ce monde fabuleux qu'est la Japanimation. Non, c'est même pas la peine d'y penser. Et qui se trouve être les Slice of Life. Du coup, bienvenue les BG à ce nouvel épisode du Shinkansen de l'animation, l'émission qui vagabonde sur les rails de tout ce qui touche de près ou de loin à la culture nippone. Et aujourd'hui, on sort du quotidien banal dans lequel on s'est habitué pour aller à la conquête de toutes sortes de phénomènes surnaturels et bizarres. Vous l'avez compris, notre station du jour est le monde de la mélancolie de Haruhi Suzumiya. La mélancolie de Haruhi Suzumiya est à la base une série de light novels écrite par l'auteur Nagaro Tanigawa et prépubliée dans le magazine de sneakers de chez Kadokawa Shoten entre juin 2003 et juin 2011 pour un total de 11 volumes édités. On a eu par la suite une adaptation manga fidèle à l'œuvre originale de 20 volumes et prépubliée entre 2006 et 2013. On a eu le droit par la suite à un spin-off, La mélancolie de Mini Haruhi, qui est toujours en cours de parution dans le Shonen Ace, puis un autre Nyoron no Mini Churuya qui compte un seul volume, puis un autre manga dérivé Nagatoyuki no Shushitsu qui compte 8 tomes, et Koizumi Itsuki no Imbo. On a eu également le droit à une multitude de jeux vidéo, de figurines et même des oreillers. Je déteste le capitalisme. Mais aussi surtout à une adaptation animée composée d'une première saison sortie en 2006 de 14 épisodes et gérée par Kyoto Animation, puis d'une deuxième saison sortie en 2009 de 14 épisodes toujours et toujours gérée par le studio Amore, puis d'un film en février 2010 qui conclut l'œuvre. Putain, ce que c'était long. Ah bah c'est ça que de parler d'une des coqueluches du Japon, frère. Excuse-moi, mais tu vas me faire chier encore longtemps. Ah non, pas du tout. Déjà il y a un Doujin Palutena Bayonetta qui vient de sortir, donc je vais aller. Enjoy. Bon, avant d'aller plus loin dans la vidéo, petit disclaimer. Aujourd'hui, on ne parlera que de l'adaptation animée, parce que j'ai pas lu le manga et j'ai pas lu le light novel, parce que j'ai la flemme. Et à un certain moment, je risque de spoiler, donc je te mettrai un timecode quelque part pour que tu puisses skipper la zone. Maintenant que tout est clair, le pitch de base. L'histoire se déroule dans une petite ville au Japon. On va y suivre le quotidien de Kyon, un lycéen random qui trouve ses journées extrêmement chiantes, mais qui s'est fait à l'idée que la vie n'est pas que fantaisie et qu'il faut accepter la réalité telle qu'elle est. Il va par la suite rencontrer une jeune fille dans sa classe, Haruhi Suzumiya, qui a un caractère totalement opposé au sien. Elle ne vit que pour l'imaginaire et passe ses journées à chercher à s'amuser via la recherche de toutes sortes de phénomènes surnaturels ou bizarres qui se trouvent autour d'elle. Et elle va enrôler Kyon de force dans le club qu'elle aura créé, la brigade SOS, dont le seul but est d'assouvir la soif de surnaturel de Haruhi. Et ils vont par la suite être rejoints par toutes sortes de personnages très intéressants dont on parlera un petit peu plus tard. Et ils vont vivre une multitude d'aventures dans leur petite vie de lycéen. En gros, c'est ça la mélancolie de Haruhi Suzumiya. Et là, tu es très certainement en train de te demander pourquoi j'ai décidé de te parler de ce Slice of Life là en particulier, comme premier sur la chaîne et pas un autre. Et bah c'est très simple. La mélancolie de Haruhi Suzumiya est un des pionniers du style des Slice of Life. Et il a grandement joué en la faveur de la démocratisation de ce genre qui est si populaire en Japon. Et c'est un de mes favoris. D'ailleurs, beaucoup de Slice of Life n'auraient certainement jamais vu le jour si la mélancolie de Haruhi Suzumiya n'avait pas existé. Et je vais t'expliquer pourquoi ça au travers de cette vidéo. L'œuvre représente un condensé de fantaisie enfantine qui est mélangée à de la réalité lycéenne. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de basculer de situations banales à situations paranormales, à plusieurs reprises et en un seul épisode. Et à certains moments, c'est la situation en elle-même qui est ordinaire et extraordinaire en même temps. Je veux dire par là que le récit va aller piocher dans les clichés des Slice of Life et des School Life plus précisément, que ce soit le festival culturel, le match de baseball ou le fameux épisode à la plage, pour y ajouter par la suite sa dose de bizarrerie et de surnaturel. Ce qui était par exemple à la base un week-end chez des proches, bah ça va rapidement se transformer en enquête policière de qui a tué qui. Et c'est franchement très bien fait. Les transitions entre les situations sont très fluides et très rythmées. Tu sens pas du tout le changement de ton de l'œuvre, tant le tout est bien géré. Et ce qui fait qu'une fois plongé dans l'ambiance de l'œuvre, t'en sors difficilement. Et cette faculté de mêler le commun à l'original, bah elle sert extrêmement bien le propos qu'essaie de véhiculer l'histoire. Une escapade de la vie monotone en brisant les règles du monde dans lequel elle se trouve. En effet, le personnage de Haruhi n'accepte pas la réalité et le fait que le monde ne soit pas si incroyable qu'il n'y paraît. Alors c'est sa volonté en elle-même qui va le changer. Les clubs qu'il y avait dans son lycée ne l'intéressaient pas, alors elle va créer son propre club pour échapper à cette réalité. Les gens dans sa classe ne l'intéressaient pas, alors elle va ramener d'autres gens pour échapper à l'ennui pesant, etc., etc. Et tout ça sous couvert de la personnalité très étrange et bizarre de Haruhi, qui se démarque clairement du reste du casting. Et c'est ce qui va me permettre d'aborder un autre point clé de l'histoire, les personnages. Concernant les personnages de la mélancolie de Haruhi
Haruhi Suzumiya, ils sont tous extrêmement intéressants et participent de manière abusément efficace à la combinaison normale-paranormale qu'essaie de développer l'œuvre. C'est-à-dire que, comme pour les épisodes, on va prendre des clichés des school life et les embellir par la suite à coups de surnaturel et d'hors du commun. On a Mikuru, la mouée débile au gros nibar qui sert le fanservice et qui en réalité vient du futur. Yuki, la amie froide, inexpressive qui est une sorte de cyborg alien. Et Koizumi, le BG sympa avec tout le monde qui en fait est un esper. Un esper, c'est une sorte de médium au Japon. Et tout ça, comme on l'a dit précédemment, c'est suivant la volonté de Haruhi. Car dès le premier épisode, elle dit ceci. 東中出身鈴宮春日ただの人間には興味ありませんこの中に宇宙人未来人異世界人超能力者がいたら私のところに来なさい以上 Elle se retrouvera avec ces trois-là quelques heures plus tard. Et c'est ce petit détail qui va nous permettre d'aborder un autre point essentiel de l'histoire, et qui se trouve être l'influence et l'impact du personnage de Haruhi. En effet, sa volonté et ses désirs représentent la seule autorité omnipotente de l'histoire. Les lois et les événements du monde dans lequel elle se trouve se retrouveront complètement modifiés et changés suivant son tempérament. Et si elle s'ennuie, on se dirige droit vers une fin du monde ou un reboot de l'univers dans le meilleur des cas. Je déconne même pas. Et bien évidemment, elle n'est pas au courant de tout ça, contrairement aux autres personnages, dont le seul but, via leur participation et leur engagement dans la brigade SOS, là, le club qu'elle a créé, c'est de veiller à ce qu'elle ne s'ennuie jamais et s'amuse toujours. Et là, t'es très certainement en train de te dire, ouais, c'est beau tout ça, mais Kion, il devient quoi? À la base, c'était pas lui notre personnage principal? Eh bien, oui et non, son cas est un petit peu spécial. Parce qu'en réalité, c'est le seul personnage qui, comme qui dirait, est soi-disant normal et n'a pas de pouvoir. Et c'est aussi le seul personnage qui ne veut pas se retrouver embarqué dans des délires chelous juste pour satisfaire les caprices de Haruhi. Il y a beaucoup de théories qui pilulent autour de ce personnage et certains pensent même que c'est lui la réelle autorité omnipotente de l'histoire. Comme quoi c'est son inconscient qui a fait apparaître Haruhi dans sa vie pour échapper à la monotonie. Et cette théorie est d'autant plus renforcée par le fait que ce soit lui le narrateur de l'histoire et non pas un personnage tierce comme c'est le cas dans beaucoup d'œuvres qui utilisent cet outil scénaristique, mais aussi par le fait que ce soit le seul personnage à n'avoir ni nom ni prénom mais juste un surnom, Kion, ce qui est tout de même assez suspicieux. Mais bon, Kyoto Animation n'ont jamais confirmé ou dénié cette théorie et idem pour l'auteur Tanigawa. Donc ça restera très certainement à jamais un point d'interrogation servant à augmenter l'engouement autour de l'œuvre, un peu comme les timelines de Zelda quoi. Bien, maintenant qu'on a parlé de l'univers étrange de la mélancolie de Haruhi Suzumiya et de ses personnages, on va pouvoir passer à la construction narrative, qui elle aussi est à l'image de l'œuvre, c'est-à-dire hors du commun. En fait, les épisodes de la première saison et même de la deuxième de Haruhi Suzumiya n'ont pas été diffusés dans un ordre chronologique à la télévision japonaise. Kyoto Animation ont jugé que c'était bien plus amusant de diffuser les épisodes de manière aléatoire, de quoi bien embrouiller les spectateurs et créer encore plus de confusion dans une œuvre qui est elle-même confuse. Ce qui fait que maintenant, si tu veux aller te mater l'animé, il y a deux ordres de visionnage possibles. L'ordre de diffusion, où les épisodes sont volontairement mélangés, et l'ordre chronologique où ils ne le sont pas. J'ai testé les deux manières et franchement, je vous recommande les deux temps, elles sont toutes intéressantes. Si tu suis l'ordre chronologique, les pièces de l'histoire vont petit à petit s'assembler, ce qui facilitera grandement ta compréhension et tu ne seras pas perdu de base. Mais on y perd clairement le côté mystique et hors du commun de l'œuvre, tant le climax il arrivera au bout du 6e épisode. Et non pas au dernier. Il sera substitué par le fameux Someday in the Rain, qui est littéralement l'épisode le plus ennuyeux de l'histoire de l'animation. Et si tu suis l'ordre de diffusion, qui avait primé Kyoto Animation en 2006 et 2009, eh bien tu seras monstrueusement confus. On te bombardera d'un maximum d'informations et ça te donnera l'impression d'être laissé de côté par l'œuvre, ce qui est peut-être franchement frustrant. Mais ça te captivera d'autant plus et tu seras beaucoup plus attentif aux détails que laissera transparaître volontairement l'œuvre et qui prennent sens seulement dans cet ordre-ci. Et qui va magnifiquement accentuer l'effet de climax et de conclusion qui arrivera cette fois-ci bel et bien à la fin. Un peu à l'image avec ce qu'avait fait Princess Principal en 2017 et que je vous recommande fortement. Mais la mélancolie de Haruhi Suzumiya c'est tout un autre level de génie. Cependant, il y a un petit point fâcheux que je vais être obligé d'aborder maintenant. Et si tu as déjà vu l'anime de Haruhi Suzumiya, tu sais très bien de quoi je vais parler. Bien évidemment, le fameux Endless Eight. Bon, Endless Eight, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le titre d'un épisode qu'on va nous répéter 8 fois d'affilée, consécutivement, sans rien changer. Je déconne absolument pas. Kyoto Animation, ils ont pris un épisode qu'ils ont rediffusé à la télé pendant 8 semaines. Bon, pour être plus clair, durant ces 8 épisodes, nos personnages sont bloqués dans une boucle temporelle qui se répète indéfiniment. Je crois que c'était 500 fois ou 5000 fois ou 50 000 fois, je m'en souviens plus. Et ils n'en ont absolument pas conscience. Genre par exemple dans ReZero. Eh bien le personnage de Subaru, il est tout à fait conscient qu'il est en train de vivre une boucle temporelle et que les événements qu'il est en train de vivre vont se répéter à chaque fois qu'il décède. Eh bien c'est pas le cas de Haruhi
Haruhi et ses amis, à l'exception d'un seul personnage, Yuki, qui a pleinement conscience que les événements qu'elle est en train de vivre se sont déjà produits et vont se reproduire. Elle va vivre cette boucle temporelle indéfiniment, sans rien dire et sans broncher. Et ça aura clairement de lourdes répercussions sur sa santé mentale et sur le reste de l'histoire. Et là, tu vas très certainement me demander si ça vaut le coup de regarder les 8 épisodes de Endless Eight. Eh bien, je saurais pas te donner de réponse claire et nette. Certes, c'est la même histoire, mais si tu es attentif, tu vois que l'animation n'est pas tout à fait identique. Certaines scènes ne sont pas animées de la même manière, les ongles changent et même les dialogues ne sont pas tout à fait identiques par moment. Mais cependant, ça reste la même histoire. En réalité, les épisodes de Endless Eight, ils servent clairement à nous faire ressentir le peu que ce qu'a pu ressentir Yuki durant cette boucle temporelle et expliquer aussi par la suite les événements qui vont occurrir dans le film, la disparition de Haruhi Suzumiya. Comme je l'ai dit dans la partie technique, le film fait office de conclusion à l'intrigue. Faut le regarder pour bien finir l'histoire. Et sans déconner, ce film fait partie de mes films favoris de tous les temps. Juste un peu en dessous de The End of Evangelion, Knocking at Heaven's Door ou encore Perfect Blue. Non, sérieux, tout est monstrueux dans ce film. C'est un exemple de savoir-faire et de maîtrise. Et là, ça va être une zone spoil. Je vais spoiler comme un bâtard ce film, donc je vais te mettre un timecode quelque part pour que tu puisses tailler si tu veux pas que je te gâche une pépite de l'animation. Alors, l'histoire prend place dans un univers complètement rebooté et mis à zéro par Yuki suite au supplice qu'elle a vécu dans Endless Eight, où Haruhi n'existe plus. Tout a été remodelé et modifié, à l'exception d'un seul détail. Kyon. Et durant tout le récit, il va essayer de comprendre ce qui se passe, mais aussi et surtout de retrouver Haruhi. La première partie du film, elle est volontairement lente et vide, et ça sert à te montrer à quoi ressemblerait un monde sans Haruhi. Et c'est monstrueusement bien fait. Ajoute à ça qu'on est plongé dans une ambiance nettement, mais alors nettement différente de ce qu'on a vécu durant l'animé. On est bien loin de la jovialité et de l'aventure, mais beaucoup plus dans un drama qui franchement à certains moments ça fait froid dans le dos. Tu vois tout le désespoir dans la tête de Kyon et à quel point le vide qu'a laissé Haruhi dans sa vie est énorme. En plus de ça, Koizumi n'existe plus, Mikuru ne se souvient plus de lui et Yuki a une personnalité totalement différente et ça en devient juste bouleversant. Mais ce qui est d'autant plus intéressant dans ce film, c'est que Kyon, le long de l'intrigue, il aura le choix de revenir dans son univers ou non. Et ça va grandement lui peser, parce qu'après tout, durant tout l'animé, c'était lui qui voulait que Haruhi se barre de sa vie. Et maintenant qu'elle est plus là, il hésite. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reboot l'univers? Est-ce qu'il ne le fait pas? Il attend et c'est incroyablement bien transmis, c'est même sublime j'ai envie de dire. Et t'ajoutes à ça que le film a proposé une des scènes les plus spectaculaires, marquantes et fortes de l'histoire. Tsunagatta. そうだ。俺はとうとう手がかりを見つけることができたんだ。おかしくなっちまった世界でたった一人過去の記憶を共有している人間を。Quand je l'ai vu, j'ai pas su comment réagir tellement c'était incroyable. Non, le film La disparition de Haruhi Suzumiya est un chef-d'œuvre. Je le dis clairement, c'est un chef-d'œuvre. Et cela, même si t'aimes pas trop l'animé ou que t'as pas trop énormément accroché dessus, ce film saura changer ta façon de voir l'œuvre. Et très clairement, tout ce que je peux vous faire, c'est vous le recommander, foncez le voir. Il est franchement spectaculaire. Bref, fin de la zone spoil. Et maintenant, on va pouvoir enchaîner sur la forme de la mélancolie de Haruhi Suzumiya. Eh bien, l'œuvre, elle a une animation classique de chez Kyoto Animation, avec des chara-design très moués qui ont par la suite énormément joué en la faveur de la démocratisation des œuvres appartenant à ce style. Certains passages et scènes de l'intrigue sont franchement bien foutus, comme celle-là, et le tout n'a absolument pas vieilli. Même après plus de 10 ans, ça reste très propre et très regardable. Franchement, bravo. Concernant la bande-son de Haruhi Suzumiya, on note une bande-son classique, avec des OST qui favorisent beaucoup plus le silence au bruit et qui colle parfaitement au ton de l'œuvre. Genre la plupart du temps t'as l'impression qu'il n'y a pas de musique de fond, alors que si il y en a, elles sont volontairement étouffées pour accentuer encore plus cette atmosphère si spéciale que dégage Haruhi Suzumiya. Les openings sont passables, ils sont pas fous. Par contre, le premier ending est franchement mémorable, avec une animation où tu vois une chorégraphie effectuée par les personnages principaux, un peu comme si c'était des idoles en fait, et qui a été monstrueusement populaire à l'époque, et c'était une première dans le style. C'est ce qui a par la suite donné naissance à toutes sortes de endings ou de scènes ou de phases où les personnages font des chorégraphies parce que ça plaît énormément aux fans. Il n'y a qu'à voir l'impact colossal qu'a eu la Chica Dance ces 2 dernières années pour comprendre ça.
Sur ce, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on va pouvoir passer à la conclusion. Alors, je sais pas trop comment finir cette vidéo, si ce n'est dire que la mélancolie de Haruhi Suzumiya est en réalité une allégorie du passage à l'âge adulte, là où on tient toujours à nos fantaisies, mais on se dit qu'il ne faut pas agir de la sorte. Et cette œuvre, elle décomplexe très clairement cette situation, en t'apprenant qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour aimer les trucs imaginaires et les bunny girls. Mais au-delà de ça, Haruhi Suzumiya représente, selon moi, un exemple de ce qu'est la Japanimation. Un condensé de propos lourds et conséquents transmis au travers de bizarreries et de trucs chelous en tout genre. Et c'est des œuvres comme ça qui me font me dire que je suis extrêmement chanceux d'avoir le monde de l'animation japonaise ou du manga en général comme passion et de l'aimer du plus profond de mon âme comme je le fais. Et ça, c'est beau. Bref, sur ce, voilà qui conclut cet épisode du Shinkansen de l'animation. J'espère que ça vous aura plu. Auquel cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, donner vos avis en commentaire ou en DM si ça vous intéresse. La vidéo sur Fairy Tail vient de dépasser les 300 vues. Je sais, 300 vues, c'est pas grand chose sur YouTube, mais pour moi, ça signifie énormément et je vous en remercie grandement. De nouvelles vidéos arrivent très bientôt. Restez connectés les jeunes. Et moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, protégez-vous, sortez couverts. Et une énorme dédicace à mon gars sur Olimar, la légende. J'avais promis mon frère. Et je tiens à te dire que tu es un énorme BG, que tu sens extrêmement bon et que tu es extrêmement charismatique. Sur ce, yo les BG.